Voilà, M. Méral disait qu'il aurait eu besoin d'une heure et demie. Voilà, je vais essayer aussi de bien tenir mon délai avec beaucoup de choses. Voilà, donc simplement présenter un peu les grands moments significatifs. Le premier tourne autour de Monseigneur de Pons, hein, bien sûr. On l'a dit, c'est en juillet 1823 qu'il prend possession officiellement de son siège. Et la tâche dévolue à cet homme qui est âgé de 65 ans, elle est importante parce qu'il lui faut mettre en place les structures, hein, les institutions permettant au nouveau diocèse de fonctionner. Alors il fait nommer comme vicaire général son parent, Pierre de Pons, qui occupait ses fonctions dans le diocèse de Clermont, mais voilà que cet homme meurt très vite. Et deux hommes vont être ses principaux appuis comme vicaires généraux durant son long épiscopat de 26 ans. Hein. Vous voyez quand même qu'il commence à 65 ans et il va aller jusqu'à 90 ans. Hein. Alors c'est Jean-François Croisier, qui est missionnaire diocésain de Clermont, qui sera vicaire général de 24 à 42, et Étienne Olin, professeur de lettres au Petit Séminaire, qui va lui succéder. Monsieur Croisier deviendra évêque. Et Monseigneur de Pons met aussi en place le chapitre des chanoines et le dote d'un règlement. Alors, quand il arrive, il trouve en fonctionnement un collège servant de petit séminaire qui a été ouvert en 1814 par Nicolas de la Mousse, curé de Saint-Pierre-de-Moulins, et puis un autre installé à Harfeuil par l'abbé Antoine Gonnet en 26. Alors, vous voyez, bon, il ne le trouve pas tout à fait en arrivant, mais c'est très vite, qui vont être des pépinières de vocation. Alors, il va créer rapidement un grand séminaire. Mais jusqu'en 1840, celui-ci ne bénéficie que d'une installation provisoire avant que des bâtiments fonctionnels ne soient construits. Et en 1847, il va faire appel aux pères maristes pour en assurer la direction. À l'égard des paroisses, le culte s'exerce dans une certaine pauvreté. Le clergé tend à diminuer en nombre, hein, du fait de la pyramide d'âge défavorable. Vous voyez, il faut perdre cette idée, n'est-ce pas, d'un nombre de prêtres qui augmente. Hein. Chez nous, il va diminuer, au contraire, au départ, parce qu'il y a une pyramide d'âge qui est très défavorable. Les églises sont petites, en mauvais état, mal pourvues en ornements et en objets du culte. Certaines qui ont été vendues comme biens nationaux, alors une chose très curieuse, c'est qu'en fait, les ventes de biens nationaux pour les églises, c'est les années 1798-99, et non pas auparavant, comme on s'y attendrait. Donc certaines sont encore propriété privée et les presbytères sont très rudimentaires. Ce sont généralement des maisons prises en location par la commune parce qu'elles ont l'obligation de loger le desservant, mais ce sont de pauvres masures à ce moment-là. Hein. Le nouvel évêque doit aussi donc prendre des mesures pour réguler le fonctionnement des paroisses. 1825, il dote d'un règlement les fabriques paroissiales qui ont la charge de gérer les finances. Alors il y avait une loi, hein, un décret plutôt napoléonien, mais à l'intérieur il fait un règlement. La même année, il édicte aussi un tarif diocésain pour déterminer les offrandes liées aux actes du culte. En 1827, il met en place des retraites spirituelles régulières pour le clergé. Et durant tout son épiscopat, eh bien, il va faire 3 visites pastorales du diocèse. Ça, c'est quand même remarquable. La première en 1824-26. Je n'ai pas trouvé les dates exactement de la deuxième, mais la troisième en 1839-1846. Alors vous voyez son âge, n'est-ce pas, qui est quand même considérable. Il est plus qu'octogénaire, donc il faut l'imaginer, n'est-ce pas, dans une calèche, sur de mauvaises routes, et visitant l'ensemble de son diocèse. On a peu de renseignements sur la politique de recrutement du clergé. On constate quand même une amélioration durant le quart de siècle de son épiscopat, mais alors l'effectif sacerdotal passe de 180 à 340, vous voyez, entre 1823 et 1850, 49-50, mais il faut noter que près de la moitié des prêtres sont nés en dehors du diocèse, généralement dans les départements limitrophes, le Puy-de-Dôme et le département de la Loire, qui fournit beaucoup. Le seul point où on ne note pas beaucoup d'avancées, c'est la question des églises. Hormis le démarrage de la construction de l'église du Sacré-Cœur de Moulins, mais ce n'est pas l'initiative de l'évêque, mais du curé Philippe Martinet, parce qu'il est curé de Saint-Nicolas, n'est-ce pas, donc le quartier des Mariniers, une église qui est en mauvais état, elle a été inondée, enfin bon, elle est en très mauvais état, et il y a vraiment besoin d'une église, et Martinet va faire un travail formidable pour trouver les fonds pour construire le Sacré-Cœur. Mais c'est le seul chantier significatif
qui se met en route à cette époque. Alors, dans la mémoire collective du clergé, Monseigneur de Pons a été éclipsé par son successeur, dont je vais dire un mot, mais je trouve qu'il mérite quand même un hommage, parce que cet homme meurt à 91 ans, n'est-ce pas, donc toujours sur son siège, et aussi, il a quand même essuyé 3 révolutions. Hein, la première, la Grande Révolution où il était en exil, la Révolution de 1830 et celle de 1848. Donc, c'est quand même un homme qui avait du mérite. Alors, évidemment, le long épiscopat de Monseigneur de Drobrézé, il apparaît indéniablement comme une période faste pour l'Église en Bourbonnais. Et plusieurs indices sont à relever. Il y a d'abord le développement de l'enseignement catholique. Alors, le mouvement avait été entamé par Monseigneur de Pons, qui a fait venir quelques congrégations religieuses, les Sœurs de la Charité de Bourges, celle de la Charité d'Instruction chrétienne de Nevers, la présentation de Marie de Bourg-Saint-Andéol, sans oublier les Filles de la Charité. Mais d'autres vont venir sous l'épiscopat de Monseigneur de Drobrézé et prendre en charge de très nombreuses écoles. Les Ursulines de Rongères et le tiers ordre de la congrégation Notre-Dame de Moulins, là qui va naître et se développer. En 1880, donc à la veille des lois laïques, on peut considérer que près de 3 filles sur 4 et 1 garçon sur 4 sont scolarisés dans l'enseignement catholique en Bourbonnais. Et c'est un chiffre qui est au-dessus de la moyenne nationale, notamment pour les filles. Alors, c'est effectivement aussi, il faut bien dire, ce n'est pas un phénomène propre aux Bourbonnais, puisque, on le redisait tout à l'heure, il y a ces lois qui vont favoriser le développement de l'enseignement primaire, qui sont la loi Guizot et la loi Fallou, même si la loi Fallou sert aussi à l'enseignement secondaire. Il y a toute une première partie de la loi Fallou qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était pour prolonger, amplifier le mouvement de la loi Guizot de 1833. Et alors, ça permet donc d'ouvrir des écoles, et un certain nombre de communes choisissent de confier à des congrégations les écoles publiques. C'est quelque chose qui est un peu loin de nos appréhensions, mais voilà, les écoles publiques peuvent être à ce moment-là confiées à des congrégations religieuses. Alors, l'enseignement primaire congréganiste se renforce, et il en est de même de l'enseignement secondaire. Et le petit séminaire d'Yzeure, qui est situé à côté de l'église, l'ancien prieuré, donc aujourd'hui lycée, eh bien, un petit séminaire collège devient un établissement de prestige. Il est confié aux jésuites. Un autre signe bien visible du dynamisme, c'est la construction et reconstruction de nombreuses églises. On a 66 églises neuves qui sont construites, mais beaucoup, la quasi-totalité des églises existantes, eh bien, bénéficient, dois-je le dire, parce que dans certains cas, elles sont un peu mutilées quand même, bénéficient d'agrandissements. On rajoute une travée, on développe un transept, etc. Voilà. Alors, les édifices du culte sont ainsi en mesure de répondre à l'accroissement de la population en milieu rural et au développement des villes industrielles. On parlait tout à l'heure de Commentry, et justement, c'est une opération d'urbanisme, puisqu'on va urbaniser le plateau de la Bouige à Commentry avec une autre église, donc l'église du Sacré-Cœur, et le quasi-abandon de l'église historique, l'église Saint-Front. Montluçon, je ne développe pas, mais vous connaissez la ville et vous le voyez. Alors, on a aussi les villes thermales, n'est-ce pas, au niveau de la construction d'églises. Bourbon-l'Archambault, donc avec une reconstruction partielle de l'église, et puis Vichy, bien sûr, avec Saint-Louis. L'agrandissement de la cathédrale est aussi tout à fait emblématique. Monseigneur de Pons, malgré ses efforts, avait dû se contenter de la collégiale des ducs, et Monseigneur de Drobrézé obtient que soit signé dès 1852 le décret d'agrandissement, ouvrant un crédit d'1 500 000 francs or, bien sûr, ce qui est quand même considérable. Alors vous savez que l'architecte Jean-Baptiste Lassus va décéder très vite, il y aura plein de questions sur la reconstruction de l'église. L'aménagement intérieur, c'est l'évêque qui imposera son point de vue pour imiter Saint-Pierre de Rome, n'est-ce pas voilà, voilà, l'Allier, le Tibre, n'est-ce pas, même combat. Alors, troisième moyen d'augmentation de l'emprise cléricale sur le département, c'est la création de nombreuses succursales.
c'est-à-dire de nombreuses paroisses, voyez, qui va résorber le phénomène du binage, c'est-à-dire où un prêtre desservait plusieurs communes. Et une chose qu'il faut bien repérer dans l'Allier, et qui est pour moi un mystère, mais quelque chose dont je ne m'étais pas aperçu pendant longtemps, c'est qu'un certain nombre de communes n'auront pas, pendant plusieurs dizaines d'années, de service du culte. Parce qu'il faut bien se dire qu'au début du siècle et au début de l'épiscopat de Monseigneur de Pons tout autant, le clergé est âgé, et un prêtre qui dessert 4 ou 5 clochers, dans la pratique, ne peut pas les desservir parce qu'il est âgé, il est à pied. Il n'y a que les curés de chef-lieu de canton qui disposent d'un cheval et d'une voiture. Et donc, vous avez un certain nombre de villages où pendant plusieurs décennies, il n'y aura pas ou pratiquement pas d'acte du culte. Alors je pense que les baptêmes sont assurés parce que les parents emportent leur enfant à baptiser, mais la messe dominicale, c'est beaucoup plus problématique. Il y a aussi le jeûne eucharistique qui fait que le prêtre ne peut pas manger jusqu'à midi, enfin jusqu'à la fin des messes. Donc pour un prêtre âgé, à pied, ayant à faire 10 km, mettons, 5 à l'aller, 5 au retour, ce sont des questions qui sont à prendre en compte. Un endroit comme Meples, n'aura un prêtre résident que pendant une toute petite période, une 20-30 ans, je ne sais plus, mais entre 1880 et 1910 à peu près, à Meples. Alors vous me direz, Meples, c'est pas tout, bien sûr. Belle opération d'urbanisme, tiens, on parlait de l'abbé Durin, là, il y a un panneau sur lui, quand même, qui, à Chambérat, va faire une opération d'urbanisme, en créant, en déplaçant le village. Il va trouver un endroit où il y a 2 routes qui se croisent, il y a un lieu où il y a une foire, c'est là où le nouveau village va naître autour de l'église, du presbytère et de l'école des sœurs. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, troisième temps, vous voyez, c'est l'affrontement à l'anticléricalisme. Et le renversement de situation est perceptible dès le début des années 80. L'épiscopat de Monseigneur d'Audebreizé va jusqu'à début des années 90. Et les lois anticonléganistes donc conduisent très vite à la laïcisation des écoles publiques, parfois même avant 1880, et on note cette anticipation. La dévolution du petit séminaire aux jésuites, évidemment, ça a posé problème. Plusieurs fois, le conseil du département avait essayé de récupérer, de chasser les jésuites et de récupérer le bâtiment. Il réussira après 1880 et Monseigneur d'Audebreizé, à ce moment-là, devra pourvoir dans l'urgence et il ouvrira l'institution du Sacré-Cœur, la rue de Paris, à Moulins, qu'il confiera au clergé diocésain. L'anticléricalisme est relayé au niveau des municipalités. Les interdictions de procession s'effectuent en 2 vagues, autour de 1880 et au début du XXe siècle. À Montluçon et Moulins, 1881-82, elle s'appuie sur l'argument de l'existence d'un temple protestant, et ça c'était, prévu par les articles organiques. À Commentry, on invoque l'ordre public. Ailleurs, on parle du respect de la liberté de conscience. Et allant plus loin, certaines municipalités d'Oméra et Commentry, autour de 1900, interdiront le port de la soutane en public et obligeront à la fermeture des portes extérieures des chapelles d'hôpitaux. C'est-à-dire, vous voyez, pour obliger que la chapelle d'un hôpital soit uniquement au service des malades et ne soit plus chapelle publique ouverte éventuellement aux paroissiens. La laïcisation donc, des écoles communales va conduire à l'ouverture de nombreuses écoles libres vers 1880, 172 écoles de filles, 40 de garçons. Donc là, il y a un très gros effort justement de ces parents catholiques pour ouvrir ces écoles. Mais 20 ans plus tard, l'interdiction en 1904 de tout enseignement aux religieux provoque de nombreuses fermetures. 196 écoles sont fermées, dont plusieurs fermetures opérées manu militari. Alors, gros effort du clergé pour réouvrir donc des écoles libres avec un personnel laïque, cette fois-ci. Alors, personnel laïque, soit ce sont des anciens religieux qui vont continuer à enseigner, mais ne portant plus l'habit et n'ayant plus de contact normalement avec leur ancienne congrégation, ou bien on recrute des jeunes filles, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut qu'elles aient le brevet de capacité. Voilà. Alors, le réseau donc, des écoles libres se reconstitue difficilement au début du siècle, effort des curés, effort des notables catholiques,
et on arrive quand même à 161 établissements en 1910. Et à partir de là, à partir de cette date, eh bien, on aura sur ce réseau d'écoles libres une lente descente au niveau du primaire, hein, une lente descente. Dans l'entre-deux-guerres, on perçoit un gros essoufflement de ce réseau. Certaines écoles rurales ont un effectif très bas et le niveau de vie des enseignants tout autant. Et on aura des dizaines de fermetures qui s'opéreront dans l'entre-deux-guerres. Vous voyez, ce n'est pas les lois qui conduisent à la fermeture, c'est l'effectif beaucoup trop faible. Voilà. Et le nombre des enfants scolarisés dans l'enseignement catholique va baisser. 16 000 en 1901, 8 700 en 1908, donc vous voyez l'effet de la loi de 1904, et puis 4 300 en 1932. Et on a encore divisé par deux, alors que là, les lois n'ont pas changé. L'instauration du régime de séparation des églises et de l'État, eh bien, c'est l'occasion pour le clergé bourbonnais de perdre ses illusions quant à l'influence qu'il pouvait exercer sur les populations. Quand en mars 1905, Monseigneur Dubourg l'évêque propose aux fidèles de signer une pétition contre l'abrogation du Concordat, il mobilise seulement 6,5% de la population, ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui est 10,7%, et qui n'est que le tiers du résultat obtenu dans le Puy-de-Dôme. Vous voyez, quand on demande, et la demande c'était très général, voulez-vous que vos enfants soient baptisés, etc. Hein, vous voyez, bon, ça n'engageait pas beaucoup. Eh bien, on a des exemples, j'ai raconté dans un petit livre hein, sur la séparation, à Ille-et-Bardé, eh bien, à Ille-et-Bardé, le curé qui est depuis 40 ans, qui connaît tout le monde, qui a baptisé, marié tout le monde, eh bien, les gens fuient. Quand le curé vient pour faire signer, les gens fuient dans la forêt ou ferment leurs portes et leurs volets pour ne pas le recevoir. Et à la fin, le curé offre sa démission à l'évêque. Voilà. Alors, dans ces conditions, évidemment, la résistance aux inventaires, qui se déroule au début de l'année 1906, elle est très faible. Alors, à la cathédrale, ce n'est pas l'évêque, hein, ce sont les fabriciens, les laïcs, qui résistent. Et puis, on a le cas des métayers de Baulon. Les métayers de Baulon ont été mobilisés par le châtelain, le marquis de Monspey, qui possède la moitié des exploitations agricoles du village. Et là, effectivement, il a mobilisé les métayers hein, pour défendre l'Église. Mais, quelques mois plus tard, il y a les élections. Et là, dans le secret de l'isoloir, le résultat est très différent, bien entendu. Voilà. Et puis, d'autres fois, l'inventaire se passe où le curé est pratiquement abandonné hein, des paroissiens. Et l'expulsion du presbytère du curé de Varennes-sur-Têche, eh bien, le curé se retrouve dehors sous la pluie, tout seul. Hein, et il y aura quand même un paroissien qui viendra le chercher pour l'héberger. Monseigneur Émile Lobdet, qui succède à Monseigneur Dubourg, il fait l'expérience des tensions liées aux inventaires lors de son installation à la cathédrale le 7 août 1906. Les catholiques sont nombreux à l'accueillir à la gare de Moulins, faire cortège, mais les adversaires sont bien présents. Et un groupe de jeunes gens violents, à l'époque on les nomme les Apaches, hein, les jeunes gens violents, hein. Vous savez, c'était très violent, ils avaient des cannes avec le pommeau rempli de plomb. Hein. Alors quand vous receviez ça sur la tête, c'est arrivé à Marc Sangnier, justement le fondateur du Sillon, ça fait du dégât. Donc, eh bien, il force la porte de la cathédrale. Et on m'a dit qu'il savait déverser un seau de charbon dans le chœur avant d'être expulsé. Hein. Voilà, donc c'est quand même un petit peu fort. Il y a eu des arrestations aussi de prêtres. Il y en a un qui a été détenu une journée parce qu'il avait cassé son parapluie sur la tête d'un agent de police. Il faut dire qu'il s'appelait l'abbé Pépin. Alors, ceci explique cela. Donc, il faut prendre des mesures pour assurer la continuité du service religieux. Au niveau local, eh bien, il faut trouver un presbytère, parce que quand même un quart des prêtres bourbonnais ne sont expulsés du presbytère. Le presbytère était à disposition de manière gratuite hein, jusqu'à la séparation, et ensuite, il faut payer un loyer. Alors, il y a des municipalités qui arrivent à ce que le loyer soit très bas, mais d'autres disent non, c'est le prix du marché, et à ce moment-là, le curé dit non, et quand le curé ne peut pas être logé, eh bien, l'évêque jette l'interdit sur la paroisse. Donc, plus l'acte du culte. Voilà. Alors, il arrivera que des prêtres seront obligés de travailler de leurs mains pour subvenir. J'ai connu encore, je ne suis pas aussi vieux que la séparation, mais j'ai quand même connu un prêtre, quand j'étais, avant d'entrer au séminaire, qui vivait de son jardin. Hein, l'abbé Cambert, curé de Giverlet. Voilà.
Bon, alors aussi, les difficultés, c'est pour le grand séminaire et le petit séminaire, qui vont être expulsés aussi, et il faut trouver des locaux, hein, bien entendu. Voilà, alors Monseigneur Lobdet veut impulser un changement radical de la pastorale. Il veut regrouper les laïcs catholiques, principalement les hommes, au sein donc d'une organisation, la Fédération des œuvres du centre. Et là, on a un évêque qui va faire une pastorale très osée. Hein. Il demande que dans chaque paroisse soit constitué un conseil de laïcs autour du curé qui aideront celui-ci dans l'action pastorale. Voilà. On est, vous voyez, vers 1910 parce qu'il a constaté que le fait de penser que tout le monde était catholique, même si tout le monde à peu près faisait baptiser ses enfants, se mariait à l'église, etc., eh bien c'était quelque part une illusion. Ils étaient catholiques, on dirait plus tard, sociologiques, mais absolument pas engagés, pas du tout actifs. Et donc lui veut regrouper les catholiques actifs. Époque suivante, celle de la Première Guerre mondiale et ses suites. Alors, 200 prêtres et séminaristes au moins sont mobilisés durant la Première Guerre mondiale, donc 200 sur 450 à peu près, hein, pour se donner un ordre de grandeur. Alors, ils vont servir comme infirmiers, comme simples soldats, et puis on aura 13 prêtres et 7 séminaristes qui seront tués, et puis 11 prêtres au moins qui reviendront avec de graves séquelles de santé, causant leur décès en quelques années. La guerre n'a pas produit le retour vers la pratique religieuse que certains attendaient. Et au contraire, dans certaines paroisses où le curé est parti pendant 4 ans, eh bien, le lien religieux s'est un peu relâché. Et on voit, au lendemain de la guerre, certains curés qui se montrent pessimistes sur l'évolution de l'état d'esprit. Bon, très vite, on va faire un mémorial dans l'église aux soldats de la paroisse tués à la guerre. Et ce mémorial est d'importance très variable. Hein. Ça va de la feuille de papier, simplement, dans un cadre... avec un petit cadre en verre, jusqu'à une chapelle carrément dédiée. Voilà. Alors, c'est vrai que l'inauguration du mémorial et la commémoration annuelle de l'armistice vont ramener quand même un certain nombre d'hommes anciens combattants à l'Église, mais ça ne suffit pas à renverser la tendance qui conduit les hommes à ne plus fréquenter les sacrements, sauf exception. Et on aura là un phénomène qui me semble être un peu original en Bourbonnais. Le fait que les hommes n'aillent pas du tout à l'église au début du siècle, ce n'est pas extraordinairement original dans ce type de département du grand centre de la France. Mais ce qui me paraît plus original, c'est que les femmes vont se détourner de l'église dans l'entre-deux-guerres. Voilà. Là, alors je n'ai pas pu le constater partout, hein, parce que je n'ai pas tout travaillé, mais sur Montluçon et l'agglomération, on a ce phénomène donc d'un absentéisme des femmes. Voilà. Les hommes ne sont plus du tout à l'église au début du siècle, mais les femmes, ça décline dans l'entre-deux-guerres, alors que les bons auteurs qui nous ont formés, je pense évidemment à Gérard Cholvy et Marie Hilaire, avaient une opinion un petit peu contraire, mais là peut-être on a quelque chose d'original en Bourbonnais. Développement modeste du laïcat catholique. Hein, bon, la première moitié du XXe siècle est marquée en France par le développement du laïcat catholique, hein, les mouvements d'action catholique. Alors, le phénomène existe, et tout à l'heure, on a cité l'abbé de la Selle. Alors, il y a 2 abbés de la Selle. Hein. Il y a Hippolyte, d'abord, qui est vraiment un pionnier hein, au niveau du patronage. Il va créer le premier patronage de la Lie à Moulins. Et puis, il y aura Jules de la Selle, son neveu. Ceci étant, les patronages eh bien, ne vont pas donner des résultats énormes. Hein. Alors, hormis Moulins et Montluçon. Parce que je pense aussi que c'était les vicaires en rural, et après la guerre de 14, vu les morts, hein, eh bien, il y aura beaucoup moins de vicaires en rural. Je pense que c'est une des causes du déclin rapide des patronages en rural. Alors, on a quand même l'ACJF, l'Association catholique de la jeunesse française, qui a une émanation dans l'Allier qui s'appelle l'UCJB, Union catholique de la jeunesse bourbonnaise, mais ça n'a pas une très grande ampleur. Alors, le meilleur résultat sera obtenu avec les jeunes filles et les femmes. Alors, les jeunes filles, les lys de Notre-Dame. Moi, j'aime beaucoup. Les lys de Notre-Dame. Alors, ça se déclinait par paroisse. Hein. Vous aviez les violettes de Givarlet, les roses de Maillet, etc. Hein. Donc, c'était très, très joli. Et on a encore, dans quelques églises, conservé les biens, quelques bannières hein, de ces mouvements. Conserver les biens, très important.
Ça fait mémoire. Et après, eh bien, on aura donc, pour les femmes, les adultes, la Ligue française d'action catholique féminine, la LFACF. Voilà. Alors, on parlera des ligueuses. Et la Ligue, eh bien, voit le jour quand même seulement dans les années 20. C'est-à-dire qu'on a 20 ans de retard. Hein, parce que les ligues féminines se créent en France en 1901 et 1902. Hein, la Ligue des femmes françaises, hein, c'est... voilà, mon ami Bruno Dumont qui a fait son habilitation là-dessus. J'aime bien toujours citer les amis. Hein. Et donc, la Ligue des femmes françaises, 1901, la Ligue patriotique des Françaises, 1902, mais dans l'Allier, les années 20. Voilà. Alors quand même, hein, ça va réussir. Alors, pour les hommes, la Fédération nationale catholique, oui, elle va naître, hein, c'est vraiment la défense de l'Église en face d'Édouard Herriot et le bloc des gauches, oui, voilà, je ne retrouvais plus le terme exact. Voilà, donc oui, mais ça ne va pas aller bien loin. Si vous voulez, il y a un sursaut pendant 1 an ou 2, et on voit très vite, dès les années 30, que c'est des coquilles vides. Hein. Les groupes qui existent sont pratiquement des coquilles vides très rapidement. La période de la Seconde Guerre mondiale, paradoxalement, sera plutôt favorable au développement de la jeunesse agricole chrétienne. Hein, et après 1945, eh bien, on aura un certain nombre de jeunes hommes qui vont contracter des engagements ecclésiaux, sociaux et politiques. Et là, le clergé va beaucoup travailler en lien avec la Jacques, et on aura ce qu'on appelle à l'époque des messes d'hommes, ce qui permet de juguler dans une certaine mesure le respect humain, c'est entre guillemets, hein, qui tenait les hommes éloignés des églises. Et là, donc, on aura un changement qui va s'opérer après 1945, où un certain nombre d'hommes viendront. Et puis, je n'oublie pas les femmes, bien sûr, qui vont... moi, j'ai quand même constaté, quand j'étais jeune prêtre, et je ne sais pas si Christian Gras est par là, oui, il est là, hein, nous l'avons constaté ensemble, qu'un certain nombre de femmes qui étaient engagées dans l'Église étaient d'anciennes jacistes. Voilà. Alors, la deuxième moitié du XXe siècle, nous sommes témoins de constants efforts d'adaptation de la pastorale aux nouvelles conditions de vie de la société bourbonnaise. D'abord, le phénomène de l'urbanisation, avec la construction de nouvelles églises, la fondation de nouvelles paroisses. Alors on le voit, exemple, à Montluçon avec Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, bon, l'église, elle est de 1954, mais elle est implantée de manière provisoire dès 1940, qui dessert donc le quartier habité par les ouvriers de Dunlop. Saint-Martin-de-Fontbouillant, en 1962, construite au milieu d'un quartier HLM et en même temps que ce quartier et avec les mêmes entreprises et les mêmes matériaux. Donc là, on a au niveau construction quelque chose de très intéressant avec un architecte, André Baucher, qui s'est remarquablement adapté, hein, qui est capable de faire Sainte-Thérèse et dans un style très différent Saint-Martin-de-Fontbouillant. Vichy, alors on a Jeanne d'Arc hein, dans les années 30, nouveau quartier, Sainte-Bernadette-des-Garrets 30 ans plus tard, Moulins-Isère évidemment, alors Sainte-Jeanne d'Arc des Bataillots qui a toute une histoire, hein, bien entendu, avec l'abbé Bujon. Et là, à l'abbé Bujon, on a là un prêtre qui prend acte au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui est en train d'émerger un nouveau quartier et qui va construire une chapelle en planche, et puis après il y aura une église en dur. Bon. Donc on a cette adaptation, j'allais dire, géographique et humaine. Et puis, donc, la question de cet absentéisme des hommes, eh bien là, on va avoir un gros effort. Déjà, l'épiscopat de Monseigneur Lobdet, bon, un petit peu après lui, et Monseigneur Gonon. Monseigneur Gonon, il y a Monseigneur Penon entre les deux, et Monseigneur Gonon, qui est un évêque très dynamique, et qui va organiser des congrès eucharistiques. Alors, la chance qu'il va y avoir, c'est qu'il y a les chemins de fer économiques à ce moment-là. Alors ça permet, au niveau du transport, que voilà, on peut faire converger 5-6 000 personnes dans un chef-lieu de canton. Voilà. Et donc on fait des grands congrès eucharistiques. Voilà. Mais quand même, au fil du temps, on constate que les fameuses missions paroissiales, parce qu'on en fait des missions paroissiales, eh bien, au fil du temps, on voit que leur impact devient de moins en moins important. Voilà. Et dans les années, je crois que c'est en 1956 ou 57, eh bien, à Montluçon, objectivement, c'est un échec. C'est un échec. Mais l'abbé Séchaud, Maxime Séchaud, dit c'est une réussite. Alors pourquoi ? C'est un échec
par rapport à ce qui était une mission paroissiale traditionnelle, c'est-à-dire où on cherchait à faire revenir à l'Église des fidèles, et notamment des hommes, qui s'en étaient détournés. Et bien là, c'est un échec. Mais pourquoi dit-il c'est une réussite? Il dit c'est une réussite parce qu'on a rassemblé les militants. Alors vous voyez, c'est intéressant, les critères du clergé qui en fait ont changé. Alors la diminution de l'effectif sacerdotal, eh bien là, c'est un fait qu'on ne peut pas juguler. Monseigneur Gonon a vraiment mené une pastorale extrêmement forte, très dynamique des vocations, et malgré cela, eh bien, la baisse est inéluctable. Alors, Monseigneur Jacquin, qui arrive après Monseigneur Gonon, donc Monseigneur Jacquin, c'est 1942-1956, Monseigneur Jacquin voudrait mettre en place une pastorale d'ensemble en ayant recours donc aux fameuses enquêtes Boulard, mais malheureusement, sa mort intervient à ce moment-là, et curieusement, eh bien, on attendra assez longtemps, on attendra quand même 5 ans, 6 ans même, pour mettre en route cette enquête Boulard, avec un résultat qui ne me semble pas en proportion des efforts déployés. La mise en place d'assemblées dominicales en l'absence de prêtres, si je posais la question, de quand ça date? Ah, eh bien, c'est Monseigneur Gonon, 1930. Oui, voilà. Ça a été encouragé par Monseigneur Jacquin, mais ça n'a connu de résultats significatifs que je dirais dans les années 70, à peu près, avant d'être arrêté par la suite. Mais c'est quand même intéressant de voir Monseigneur Gonon, qui, dès les années 30, en fonction évidemment de la baisse de l'effectif sacerdotal, propose cela. Et il propose même, ce qui sera repris par l'un de ses successeurs ici présents, il propose même un déroulement type de la célébration. Dans différents domaines, donc, des initiatives sont reprises dans la période post-conciliaire et dans les premières décennies de notre siècle. Là, ça va être de l'histoire très, très contemporaine. Alors, vers 1970, on a un vague projet de regroupement des prêtres dans 20 à 25 centres, mais il ne connaît aucune réalisation concrète. Et on se contente de développer la concertation entre prêtres au niveau des doyennés et en secteurs pastoraux. Mais du point de vue de la géographie paroissiale, j'y reviendrai dans ma communication de demain, eh bien, rien ne se fait. Et au fil des années, les prêtres desservent de plus en plus de clochers, en fait, en général, 4-5 en milieu rural, généralement. Et c'est 20 ans plus tard que Monseigneur Quélin va promulguer la création de 36 groupements paroissiaux. L'évêque voudrait conjoindre à cette mesure la constitution de conseils pastoraux, mais ça ne fonctionnera que imparfaitement. Mais dans 2 régions du diocèse, la Montagne bourbonnaise et Commentry, se met en place la pastorale d'Église pour le monde, qui propose une réorganisation de la paroisse de façon à assurer un quadrillage de proximité. Mais ça ne sera pas maintenu finalement dans la durée et ça ne se diffusera pas. Et il faudra donc attendre encore 15 ans pour que Monseigneur Roland réorganise de manière profonde la géographie de la pastorale diocésaine en ramenant le nombre des paroisses à 18 et puis en ordonnant que dans chacune d'entre elles, il y ait un conseil pour les affaires économiques et pour la pastorale et une équipe d'animation pastorale. Alors, en fait, on constate quand même que tout cela vient de la volonté épiscopale, Monseigneur Quélin et ses successeurs. À l'égard des édifices du culte, le regroupement des paroisses conduit à la fermeture d'une partie des chapelles qui avaient été construites en ville, et particulièrement à Molusson et sa banlieue, dans les années 50-70, y compris même l'église Saint-Martin de Fontbouillant. Voilà. En milieu rural, alors c'est différent, parce que vous voyez, les chapelles qui ferment sont des propriétés de l'association diocésaine. En milieu rural, ce sont des édifices communaux, et là, on n'a pas le même phénomène. Parce que quelque part, le bon entretien de l'église participe de l'attrait touristique du village, et notamment dans la mesure où il s'agit d'églises anciennes. Il y a aussi quelques églises du XIXe siècle dont je pourrais vous donner la liste et qui sont, à mon avis, à protéger parce qu'elles sont très belles. Mais c'est vrai que certains édifices au niveau du culte, aujourd'hui, ne servent plus que de loin en loin, hormis les célébrations d'obsèques. Si les grands événements diocésains se sont faits plus rares, Monseigneur Jacquin tenait à ce qu'il y en ait un chaque année, un grand événement, eh bien, un certain nombre d'initiatives vont être prises quand même pour mobiliser les catholiques actifs, et peut-être même au-delà. Je voudrais rappeler le synode de l'an 2000,
qui va déboucher sur des mesures concrètes ayant eu un réel impact dans les 20 années suivantes en pastoral, et notamment le développement d'équipes de laïcs pour l'accompagnement et la célébration des funérailles, mais pas que. Il y a une vingtaine de décrets et qui ont, je crois, eu une grande influence dans les années 2000-2020 en Bourbonnais. D'autres actions sont à citer, comme la cérémonie annuelle des vœux du diocèse, la mise en place de rencontres annuelles des EAP et la formation de laïcs engagés appelés pour la mission. Et là, on voit donc ce souci d'encourager donc l'engagement des laïcs. Et je dis juste un tout petit mot en conclusion de ce rapide parcours, que finalement, cette histoire n'est pas achevée et qu'il faut naturellement, dans l'avenir, prévoir encore des adaptations de la pastorale, et avec de nouvelles formes de pastorale qui sont probablement à chercher pour demain. Je vous remercie.